j'ai découvert que mes parents payaient secrètement l'école privée des enfants de ma sœur, alors qu'ils refusaient de m'aider pour le traitement du cancer de ma fille. Elle n'a pas survécu. Aujourd'hui, je les ai enfin confrontés au dîner, et tout a éclaté. Ce vendredi soir-là, j'étais assis à la table à manger de mes parents, fixant l'enveloppe sur mes genoux. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires que j'avais trouvés par accident en aidant mon père avec des papiers de planification successorale la semaine dernière. 6 ans de virement bancaire à Jessica. 473 000 $. Pendant que Grace mourait, pendant que Sarah et moi vendions notre maison, notre voiture, maximisions nos cartes de crédit, organisions des collectes de fonds. Pendant que mes parents disaient, nous aimerions pouvoir aider, mais nous avons un revenu fixe. Ce soir, j'allais détruire cette famille. Le rôti fumait sur la table entre nous. Ma mère, Linda, se déplaçait dans la salle à manger avec une grâce étudiée, servant des légumes et remplissant les verres d'eau. Mon père, Robert, était assis à la tête de la table comme toujours, discutant de son jeu de golf avec la confiance facile d'un homme qui a passé 30 ans à gérer l'argent des autres à la First National Bank. Ma sœur Jessica était assise en face de moi, son bracelet en diamant captant la lumière du lustre alors qu'elle parlait avec enthousiasme des leçons de tennis de Brandon au country club. Sarah a serré ma main sous la table. Elle savait ce qui allait arriver. Nous en avions parlé pendant 3 jours. Depuis que j'avais trouvé ces relevés, elle voulait que j'attende, que j'y réfléchisse, que je me demande si cette confrontation nous apporterait la paix. Mais j'en avais assez d'attendre. J'avais attendu pendant que Grace souffrait. J'avais attendu pendant que nous mendions, nous démenions et vendions tout ce que nous possédions. J'en avais assez d'attendre. Jessica était en train de décrire le récital de piano de Chloé quand j'ai posé l'enveloppe sur la table. La conversation est morte instantanément. La cuillère de service de ma mère s'est figée à mi-chemin d'une assiette. La main de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de son verre de vin. Le sourire de Jessica a vacillé comme une bougie dans le vent. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. Les papiers à l'intérieur étaient organisés chronologiquement. J'avais passé des heures à les arranger, à surligner les sections pertinentes, m'assurant que chaque chiffre était visible et clair. 8 000 $ en janvier 2018. J'ai lu le chiffre à voix haute, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. 12 000 en mars. 15 000 en juin. Maman, qu'est-ce que c'est, a commencé Jessica. Mais j'ai continué à lire. 22 000 en septembre. 18 000 en novembre, encore 15 000 en décembre. Irvin, a dit mon père, sa voix de directeur de banque émergent. Laisse-nous expliquer. J'ai continué jusqu'en 2019. Les chiffres augmentaient. 25 000 en février, 30 000 en avril. Les montants se sont brouillés pendant que je lisais. Une litanie de richesses coulant des comptes de mes parents à ceux de ma sœur. Grace est morte le 14 mars. J'ai levé les yeux des papiers, croisant le regard de mon père. Cette semaine-là, tu as fait un chèque de 22 000 $ à Jessica. Sarah a fait un bruit à côté de moi, quelque chose entre un sanglot et un hoquet. C'était la première fois que je la voyais pleurer depuis les funérailles. Elle avait été si forte à travers tout, me soutenant quand je m'effondrais, travaillant 3 emplois tout en gérant l'horaire de soins de Grace, sans jamais se plaindre, sans jamais craquer. Mais maintenant, 6 mois après avoir enterré notre fille, elle a finalement craqué. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, a dit Jessica en commençant à se lever. J'ai sorti le deuxième dossier. Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix l'a fait obéir. J'ai étalé plus de papier sur la nappe, couvrant les couverts soigneusement disposés par ma mère. Les frais de scolarité de l'Académie Westbrook sont de 18 000 $ par an et par enfant. J'avais appelé l'école en me faisant passer pour un parent potentiel. C'est 36 000 $ par an pour Brandon et Chloé pendant 6 ans. C'est 216 000 $. J'ai regardé le calcul s'inscrire sur leur visage. Mais vous avez donné 473 000 $ à Jessica. J'ai laissé ce chiffre flotter dans l'air. Alors, où est passé le reste? Les papiers que j'ai étalés ensuite racontaient l'histoire. Des relevés de cartes de crédit avec Jessica listée comme utilisatrice autorisée sur le compte de mes parents. Des reçus d'adhésion au country club, 8 000 $ par an. Des contrats de location pour une maison d'été à Cape Cod, 30 000 $ chaque été. Des paiements de location de Mercedes, 900 $ par mois. Des factures de leçons de tennis privé, de voyages de ski à Aspen. Des reçus de Nordstrom et Saks Fifth Avenue.
Mon expert comptable judiciaire a été très minutieux. J'avais dépensé le reste de nos économies pour l'engager, mais cela valait chaque centime de voir la vérité mise à nu. Robert a essayé de parler. Nous aidions ta sœur à se mettre sur pied. Le rire qui est sorti de moi était laid. Se mettre sur pied? Elle conduit une voiture qui vaut 70 000 $. Nous vendions du plasma pour l'argent de l'épicerie. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de Sarah. Laissez-moi vous parler de se mettre sur pied. Nous avons déménagé de notre maison de 3 chambres à un appartement d'une chambre au-dessus d'un pressing. L'odeur de produits chimiques empêchait Grace de dormir la nuit, mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Sarah travaillait le matin à l'école primaire, l'après-midi chez Target, et la nuit en faisant du tutorat en ligne. Je travaillais à mon poste de comptable le jour et prenais des gardes de nuit au centre commercial le week-end. Nous dormions 4 heures par nuit. J'ai sorti les factures médicales de Grace. Les papiers étaient usés à force d'être manipulés, tachés de larmes et de cercles de café des innombrables nuits que nous avons passées à notre table de cuisine à essayer de comprendre comment les payer. Le traitement de la leucémie de Grace n'était pas entièrement couvert par l'assurance. Les factures se sont élevées à 300 000 $ sur 2 ans. Nous avons payé ce que nous pouvions. Nous avons maximisé cette carte de crédit. Nous avons contracté des prêts personnels à 23% d'intérêt. Nous avons lancé un GoFundMe qui a recueilli 12 000 $ d'étrangers qui se souciaient plus que mes propres parents. Mais il y avait un traitement expérimental à Boston. 80 000 $. Le médecin a dit que cela pourrait lui donner 6 mois de plus, peut-être 1 an. Nous vous avons supplié de nous aider. J'ai regardé ma mère. Tu te souviens de ce que tu nous as dit? Linda pleurait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues. Tu as dit que tu aimerais pouvoir aider, mais que vous aviez un revenu fixe. Tu as dit que la sécurité sociale ne suffisait pas. Tu as dit que vous aviez vos propres frais médicaux à vous soucier. J'ai jeté un autre papier. Ça, c'est de la même semaine. 15 000 $ à Jessica pour la rénovation de sa cuisine. Jessica était blanche comme la nappe. Irvin, s'il te plaît. Grace est morte en demandant pourquoi elle ne pouvait pas avoir le bon médicament. Nous lui avons dit que nous économisions de l'argent pour ça. Nous lui avons dit de tenir encore un peu. Elle est morte en croyant que l'aide arrivait. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Sarah a de nouveau attrapé ma main, la serrant si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma paume. La nuit où Grace est morte, j'avais 17 $ sur mon compte courant. Nous ne pouvions pas nous permettre le salon funéraire que nous voulions. Nous avons dû choisir le forfait de crémation le moins cher. Ils ont mis les cendres de ma fille dans une boîte en plastique parce que nous ne pouvions pas nous permettre l'urne en bois. Ce même mois, j'ai regardé Jessica. Tu as posté des photos sur Instagram de tes vacances à Turquekeko. Complexe 5 étoiles, plage privée. Tu buvais des cocktails pendant que nous choisissions l'urne de notre fille au salon funéraire économique. Jessica a commencé à dire quelque chose, mais Linda l'a interrompue, sa voix aiguë et désespérée. Tu ne comprends pas, Sarah a parlé pour la première fois, sa voix rauque. Alors expliquez-le nous. Jessica a reculé de la table, sa chaise raclant le parquet. Je dois partir. Je me suis levé, lui barrant le chemin vers la porte. Tu ne t'enfuiras pas cette fois. Mon expert comptable judiciaire n'a pas seulement tracé l'argent. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application de messagerie. Il a trouvé ces deux-là aussi. Le premier email était daté d'août 2018, 2 mois après le diagnostic de Grace. Je l'ai lu à voix haute, ma voix tremblant d'une rage à peine contenue. De Irvin à Robert et Linda. Sujet, s'il vous plaît, aidez-nous. Maman et papa, je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire. Le traitement de Grace n'est pas entièrement couvert par l'assurance. Nous avons besoin de 20 000 $ pour la prochaine phase. Les médecins disent que sans cela, ses chances diminuent considérablement. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je vous en supplie. Nous vous rembourserons. Je le promets. Nous mettrons en place un plan de paiement. S'il vous plaît. J'ai levé les yeux. Vous vous souvenez de cet email? Mon père a hoché la tête lentement, son visage gris. J'ai fait défiler vers le bas. Voici ce que vous avez envoyé le lendemain, de Robert à Irvin. Fils, ta mère et moi aimerions pouvoir aider, mais nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent. Nous vivons avec un revenu fixe et nous avons à peine de quoi joindre les deux bouts nous-mêmes.
As-tu essayé de parler à l'hôpital d'un plan de paiement? Amour, papa. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé d'autre ce jour-là. J'ai sorti un autre email, de Jessica à Robert et Linda. Sujet, à propos de la demande d'Irvin. Maman et papa, s'il vous plaît, ne lui donnez pas d'argent. Irvin a toujours été terrible avec les finances. Il le gaspillera. Il le veut probablement pour une nouvelle télé ou quelque chose comme ça. Grace a une assurance. Elle ira bien. De plus, vous savez comment il exagère tout. Amour, Jess. Jessica s'est jetée sur mon téléphone. J'ai reculé, le tenant hors de sa portée. Et votre réponse, de Linda à Jessica. Tu as probablement raison, ma chérie. Nous lui dirons que nous ne pouvons pas nous le permettre. Merci pour le conseil. Je t'aime, maman. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir. J'ai fait défiler plus de mai, lisant chacun à voix haute. Décembre 2018. Quand l'état de Grace s'est aggravé et que nous avions besoin de 15 000 $ pour un essai clinique à New York. L'email de Jessica à mes parents. Il est dramatique. Les médecins exagèrent toujours pour effrayer les gens. Grace a probablement juste une mauvaise grippe. Irvin veut jouer la victime. Vous savez comment il a toujours été jaloux de mon succès. Avril 2019, quand Grace était aux soins intensifs et que nous avons supplié pour 50 000 $, promettant de le rembourser sur 10 ans. La réponse de Jessica à mes parents? Absolument pas. Si vous lui donnez cet argent, vous choisissez sa famille plutôt que la mienne. Brandon a besoin d'un appareil dentaire. Les séances de thérapie de Chloé coûtent de l'argent. Les enfants ont besoin de stabilité. Irvin a fait ses choix, en épousant une enseignante au lieu de quelqu'un avec une vraie carrière comme Todd. Sarah a tressailli à cela. Elle avait enseigné en 2e année pendant 8 ans avant que Grace ne tombe malade. Mettant tout son cœur dans ses enfants, restant tard pour les réunions parents-professeurs, dépensant son propre argent pour les fournitures de classe. Elle aimait enseigner. Mais Jessica l'avait toujours méprisée, faisant de petites remarques sur les vêtements censés de Sarah et sa voiture pratique. Il y avait d'autres emails, des dizaines. Chaque fois que je contactais mes parents, Jessica était là en arrière-plan, empoisonnant le puits, les convainquant de ne pas aider. Jessica a finalement retrouvé sa voix. C'est sorti de son contexte. Je protégeais maman et papa de tes mendicités constantes. Les protéger? Je me suis approché d'elle, ma voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Grace allait mourir de toute façon, selon les médecins. C'est ce que tu as dit dans ton email de mars 2019. J'ai relu l'email, m'assurant que tout le monde entendait chaque mot. Grace allait mourir de toute façon, selon les médecins. Alors pourquoi jeter de l'argent par les fenêtres? Laissons la nature suivre son cours. Sarah a fait un bruit comme un animal blessé et s'est jetée sur Jessica par-dessus la table. Je l'ai rattrapée, la retenant pendant qu'elle criait. Elle allait mourir? Elle avait 7 ans et tu as dit, laissons la nature suivre son cours. Jessica a reculé contre le mur, son visage se crispant. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, ouvrant les SMS. Laissez-moi vous montrer ce que vous avez fait d'autre. Les SMS dataient de la dernière semaine de Grace. J'ai dû me battre pour garder ma voix stable en les lisant. D'Irvin à Linda, le 9 mars. Maman. Grace n'a plus que quelques jours. Le médecin a dit peut-être une semaine. Nous avons besoin de soins palliatifs pour la garder confortable, mais l'assurance ne couvre que l'hospice de base. Il y a une équipe spécialisée qui peut mieux gérer sa douleur, mais ça coûte 5 000 $. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne laisse pas ma fille mourir dans la douleur. J'ai fait défiler jusqu'à la réponse de Jessica à Linda. Ne réponds pas. Il te manipule. Si tu aides maintenant, il s'attendra à ce que ce soit pour toujours. Tu dois tracer une ligne quelque part. Et la réponse de maman à Jessica. Tu as raison, ma chérie. Je vais éteindre mon téléphone. Merci de me garder forte. Ma mère a poussé un hurlement, se couvrant le visage de ses mains. Mais je n'avais pas fini. Grace a passé ses 3 derniers jours dans la douleur. Nous aurions pu l'empêcher. Les soins palliatifs de base lui ont donné de la morphine, mais pas assez. Loin de là. Elle a pleuré.
Ma fille de 7 ans a pleuré et nous a supplié de faire cesser la douleur. Sarah tremblait dans mes bras, tout son corps convulsant de sanglots. Nous avons dit à Grace que le médicament spécial arrivait. Nous lui avons dit de tenir encore un peu plus longtemps. Nous avons menti à notre fille mourante parce que nous ne pouvions pas nous permettre de lui dire la vérité. Savez-vous ce qu'elle a dit la nuit avant de mourir? J'ai regardé Linda, puis Jessica. Elle a dit « merci ». Elle nous a remerciés d'avoir essayé d'obtenir le médicament spécial. Elle a dit qu'elle savait que nous faisions de notre mieux et qu'elle était désolée de causer tant de problèmes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père s'est raclé la gorge, sa voix. Aux funérailles, a commencé Linda, mais je l'ai coupé. Aux funérailles, que nous pouvions à peine nous permettre, Linda a dit à son ami, à portée de voix, au moins, Irvin n'aura plus besoin d'argent maintenant. Sarah l'a entendu aussi. Linda a secoué la tête violemment. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'aurais jamais fait. Sarah s'est dégagée de moi, se tenant seule. Tu l'as dit. Je t'ai entendu. J'étais juste derrière toi à la réception. Tu parlais à Margaret de ton club de lecture. Tu as dit, eh bien, au moins maintenant, ils peuvent commencer à remettre leurs finances en ordre. Une bouche de moins à nourrir. Jessica glissait le long du mur, sa robe de créateur se froissant autour d'elle. Ce n'est pas en train de se passer. Ça ne peut pas être en train de se passer. La porte d'entrée s'est ouverte. Todd, le mari de Jessica, est entré, portant sa mallette, desserrant sa cravate. Il s'est arrêté en voyant la scène, son visage confus. Que se passe-t-il? Sarah s'est tournée vers lui, son visage marbré et taché de larmes. Savais-tu? Savoir quoi? Que ta femme recevait des centaines de milliers de dollars de ses parents? Qu'elle a saboté toutes nos tentatives pour obtenir de l'aide pour Grace? Qu'elle a laissé notre fille mourir pour qu'elle puisse avoir une piscine et une Mercedes? Todd a regardé Jessica, puis les papiers éparpillés sur la table. De quoi parle-t-elle? Todd s'est approché de la table, prenant l'un des relevés bancaires. Son doigt a tracé les chiffres, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. 473 000 dollars. Il a regardé Jessica. De tes parents, sur 6 ans? Jessica a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Les mains de Todd tremblaient alors qu'il parcourait d'autres papiers. Tu m'as dit que l'Académie Westbrook avait donné des bourses aux enfants. Tu as dit que c'est pour ça que les frais de scolarité étaient gérables. Jessica a retrouvé sa voix. Todd, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as dit que l'adhésion au country club provenait de ma prime de Noël il y a 3 ans. C'en était une partie. Ma prime était de 6 000 dollars. L'adhésion est de 8 000 dollars par an. Il a attrapé d'autres reçus. Location à Cape Cod, 30 000 dollars chaque été. Tu m'as dit que nous avions économisé cet argent. Nous en avons économisé une partie. Location de Mercedes, 900 dollars par mois. Tu m'as dit que tu avais obtenu une bonne affaire grâce à tes relations dans l'immobilier. J'ai obtenu une bonne affaire. En faisant payer tes parents pour ça. La voix de Todd montait. Sur quoi d'autre m'as-tu menti? Sarah était toujours debout, les bras enroulés autour d'elle. Je dois te dire quelque chose. Elle m'a regardé. Quelque chose que je n'ai jamais dit à Irvin. Je me suis tourné vers elle, confus. Pendant la maladie de Grace, je suis allé voir tes parents 6 fois sans te le dire. Sa voix était à peine un murmure. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu te sentes plus impuissant que tu ne l'étais déjà. 6 fois. La première fois, c'était en juillet 2018, un mois après le diagnostic. J'ai apporté toutes les factures médicales, les lettres du médecin, le plan de traitement. Je les ai suppliés de me donner 30 000 dollars. Je leur ai tout montré, expliqué comment fonctionnait l'assurance, ce dont nous avions besoin. Linda a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit, Sarah, ma chérie, nous vivons de la sécurité sociale. Nous pouvons à peine nous permettre nos médicaments. Nous aiderions si nous le pouvions, crois-moi. Les mains de Sarah tremblaient. Je suis parti en me sentant coupable d'avoir demandé. Je me suis senti très mal de les avoir mis dans cette position. Elle a sorti un petit journal de son sac à main. Mon thérapeute m'a dit d'écrire les choses pour traiter ce que je ressentais. J'ai gardé une trace de chaque visite. Octobre 2018.
Les cheveux de Grace tombaient à cause de la chimio. Elle avait besoin d'un médicament antinauséeux coûteux que l'assurance ne couvrait pas 5000 $. Je suis retourné voir Robert et Linda. J'ai supplié. Robert a dit, Sarah, j'aimerais bien. Nous avons nous-mêmes des difficultés. Nous avons dû réparer le toit le mois dernier. Nouvelle chaudière. Le mois d'avant, j'avais remarqué les photos de Brandon et Chloé à Disney World sur leur réfrigérateur, datant de ce même mois. Je n'ai rien dit. Janvier 2019. J'ai emmené Grace avec moi. Elle m'a regardé. J'ai pensé que peut-être, s'ils la voyaient à quel point elle était malade, ils aideraient. Tu as emmené Grace? Ma voix s'est brisée. Notre fille. Elle voulait voir ses grands-parents. Elle ne les avait pas vus depuis des mois parce qu'elle était trop faible pour voyager. Sarah a essuyé ses yeux. Grace était si pâle, si mince. Sa petite main dans la mienne ressemblait à des os d'oiseau. Nous nous sommes assis dans leur salon. Grace leur a demandé s'ils pouvaient aider maman et papa. Elle l'a dit si gentiment. Mamie, peux-tu aider? Papa pleure la nuit. Quand il pense que je dors. Linda sanglotait ouvertement maintenant, son visage enfoui dans ses mains. Linda a pleuré. Elle a serré Grace dans ses bras. Elle a dit, Mamie aimerait être riche, ma chérie. J'aimerais pouvoir agiter une baguette magique et tout arranger. Après que Grace soit allée aux toilettes, Robert m'a prise à part. Il a dit, Sarah, tu dois te préparer à l'inévitable. Arrête de jeter de l'argent par les fenêtres. Parfois, il faut accepter ce qui va arriver et faire la paix avec. Ma vision s'est brouillée de larmes. Il t'a dit ça, en face, à propos de notre fille? Sarah a hoché la tête. Mars 2019. Grace était à l'hôpital. J'étais hystérique. Je pouvais à peine respirer. Je suis allé chez eux à 8 heures du matin. Directement de l'hôpital. J'ai supplié pour n'importe quoi, même 500 $ pour l'épicerie. Nous n'avions rien mangé d'autre que des ramen et du beurre de cacahuète pendant 2 semaines. Linda a dit, Sarah, nous ne l'avons tout simplement pas. Peut-être devrais-tu lancer un GoFundMe. Je l'ai fait. Des étrangers ont donné 12 000 $. Des gens que je n'ai jamais rencontrés se sont plus souciés que les propres grands-parents de Grace. Todd lisait le journal par-dessus l'épaule de Sarah, son visage pâle. Mai 2019. J'ai apporté une feuille de calcul. J'étais organisé, professionnel. Je leur ai montré exactement ce dont nous avions besoin. 40 000 $ pour un traitement expérimental. J'avais des lettres de médecin, des taux de réussite, tout. Robert a regardé ma feuille de calcul et a dit, Sarah, c'est un faux espoir. Vous prolongez sa souffrance. Peut-être qu'il est temps de la laisser partir avec dignité. Laissez la nature suivre son cours. Voilà encore. J'ai regardé mon père. Laissez la nature suivre son cours. Jessica n'a pas inventé cette phrase toute seule. Vous la lui avez soufflée. Robert n'a rien dit. Février 2020, le dernier mois de Grace. La voix de Sarah s'est complètement brisée. Je me suis mise à genoux dans leur salon. Je me suis mise à genoux et j'ai supplié pour 20 000 $ pour rendre Grace confortable pour le temps qu'il lui restait. Des soins palliatifs spéciaux, la gestion de la douleur, des choses pour rendre ces derniers jours supportables. Linda a dit, Sarah, nous avons contracté un prêt pour la rénovation de notre salle de bain. Nous sommes endettés nous-mêmes. Nous ne pouvons tout simplement pas aider. Sarah a regardé Linda avec une telle douleur dans les yeux. Cette même semaine, Jessica a posté des photos Instagram d'un voyage de ski en famille au Colorado. Complexe 5 étoiles, moniteur de ski privé. J'ai vu Brandon avec un équipement de ski flambant neuf qui coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. Mais il y a plus. Sarah a tourné une page de son journal. Pendant cette visite de mars, cette dernière visite, quand j'ai supplié à genoux, j'ai vu un chèque sur le bureau de Robert. Je pouvais le voir de là où j'étais agenouillé. Il était libellé au nom de Jessica pour 15 000 $. J'ai posé une question à ce sujet. Linda l'a rapidement ramassé et a dit que c'était un vieux chèque. Il ne l'avait pas encore envoyé. Il ne l'enverrait peut-être pas du tout. Et l'ont-ils envoyé, a demandé Todd doucement. Sarah a sorti un relevé bancaire. Le chèque a été encaissé. 3 jours plus tard.
Todd s'est tourné vers Jessica, son visage illisible. Tu savais. Tu savais. Sarah suppliait mes beaux-parents de l'aider alors que notre nièce mourait. Tu le savais et tu n'as rien dit. Jessica a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je ne savais pas qu'elle leur rendait visite. Mais tu savais qu'il mentait à Irvin en disant qu'il n'avait pas d'argent. Tu le savais parce que c'est toi qui le recevais. Todd a ramassé d'autres papiers sur la table, lisant rapidement. Ces reçus, ce sont tous les tiens. Intervention esthétique, 42 000 $. Botox, produit de comblement, augmentation mammaire. Je pensais que tes commissions immobilières payaient pour ça. Elles le faisaient, en partie. Rénovation de la maison, 115 000 $. Tu m'as dit que nous avions économisé pour ça pendant 3 ans. Nous avons économisé. Nous avons économisé 30 000 $. Je le sais parce que j'ai géré nos impôts. La voix de Todd était d'un calme mortel. D'où viennent les 85 000 autres? Jessica a essayé de se lever, mais ses jambes ont cédé. Elle a glissé de nouveau le long du mur. Todd a continué à lire. Vacances de luxe, 68 000 $. Vêtements de créateur, 37 000 $. Bijoux, 23 000 $. Country Club, Mercedes. Tout ça. Il a levé les yeux. Tu as vécu un mensonge. Nous avons vécu un mensonge. Tu m'as fait me sentir comme un raté. Tu as dit que je ne subvenais pas assez aux besoins de la famille. Tu m'as fait voir un thérapeute. Il s'est tourné vers Robert et Linda. Elle m'a dit que vous aidiez parce que je ne gagnais pas assez. Elle m'a fait me sentir inadéquat. Je suis sous antidépresseur depuis 2 ans parce que je pensais que je manquais à ma famille. Les mains de Todd se sont serrées en poing. Mon père est mort en octobre 2019. Les funérailles étaient en Ohio. Jessica a dit que nous ne pouvions pas nous permettre de nous y rendre tous les deux en avion. J'ai manqué les funérailles de mon père. J'ai manqué de lui dire au revoir. J'ai découvert plus tard qu'elle avait facturé un week-end au spa sur notre carte de crédit cette même semaine. 4 000 $ pendant que je pleurais mon père. Jessica pleurait maintenant, le maquillage coulant sur son visage. Todd, s'il te plaît. Combien de tout ça mon argent a-t-il payé? A demandé Todd en regardant les papiers. Combien de mon salaire a servi à financer ce style de vie alors que tu recevais secrètement des centaines de milliers de tes parents? Tout était pour la famille, la voix de Jessica était désespérée, pour Brandon et Chloé. Nos enfants vont dans une école que nous ne pouvons pas nous permettre. Ils pensent que c'est normal, ce niveau de richesse. Qu'est-ce qui se passe quand l'argent s'arrête? Quand tes parents te coupent enfin les vivres? Comment leur expliquer que tout était un mensonge? Todd a sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose. Tes ventes immobilières. Tu m'as dit que tu avais conclu 23 transactions l'année dernière. C'est ce que j'ai fait. Je regarde les registres publics. Tu en as conclu 8. 8 transactions en 12 mois. Ta commission sur celle-ci, moins les dépenses, était d'environ 47 000 $ avant impôt. Tu as ramené à la maison peut-être 30 000 $. Où m'as-tu dit que tu gagnais? J'ai travaillé dur. J'avais des dépenses. Tu m'as dit que tu avais un chiffre d'affaires de 90 000 $. Tu as dit que les affaires marchaient bien. Le rire de Todd était amer. Plus de mensonges. Tout n'est que mensonge. Il a regardé les factures médicales de Grace toujours étalées sur la table, les photos d'elle que Sarah avait sorties. Cette petite fille. Il a pris une photo de Grace à son 6e anniversaire. Souriante malgré le foulard couvrant sa tête chauve. Elle avait 7 ans. 7. La voix de Todd s'est brisée. La cousine de Brandon et Chloé. Il la connaissait à peine parce que tu trouvais toujours des excuses pour que nous ne puissions pas lui rendre visite. Tu disais que c'était trop déprimant pour les enfants. Tu disais que la maladie de Grace était dure pour eux. C'était. Non. Todd a secoué la tête. Tu ne voulais pas qu'il voie la différence. Tu ne voulais pas qu'il voie Grace dans un appartement d'une chambre pendant qu'il vivait dans notre maison de 4 chambres avec piscine. Tu ne voulais pas que Brandon et Chloé posent des questions sur pourquoi nous ne pouvions pas aider. Sarah a de nouveau parlé, sa voix plus forte maintenant. Le jour du 7e anniversaire de Grace, 3 mois avant sa mort, nous avons organisé une fête dans la salle commune de notre complexe d'appartements.
Nous avons décoré avec des serpentins du magasin à $1. Grace voulait des fournitures d'art. Nous lui avons offert un petit set d'aquarelles de chez Target en solde. $14. Elle était si heureuse. Elle a peint pendant des heures ce jour-là, même si elle était épuisée. Elle a regardé Linda et Robert. Vous n'êtes pas venus. Vous avez dit que vous ne vous sentiez pas bien. Ce même mois, Sarah a sorti son téléphone, montrant une capture d'écran de Facebook. Linda a posté ça. Meilleure journée avec mes beaux petits-enfants. La photo était de la fête d'anniversaire de Brandon au country club. Il y avait un château gonflable, un magicien, un traiteur. Le gâteau seul a probablement coûté $500. Linda a fait un bruit d'étouffement. Vous étiez assez bien pour cette fête. La voix de Sarah était glaciale. Vous n'étiez simplement pas assez bien pour Grace. Jessica s'est relevée du sol, s'agrippant au mur pour se soutenir. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient en désordre. Le mascara coulait sur ses joues. Très bien. Vous voulez la vérité? Grace allait mourir de toute façon. Tous les médecins l'ont dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Cet argent aurait été gaspillé. Mes enfants sont en bonne santé. Ils méritaient une belle vie. Pourquoi Brandon et Chloé devraient-ils souffrir juste parce que Grace était malade? J'ai senti la prise de Sarah sur mon bras se resserrer. La seule chose qui m'empêchait de me jeter de l'autre côté de la pièce. Tu n'as pas juste dit ça. Todd a regardé sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Jessica a semblé réaliser qu'elle avait franchi une ligne, mais au lieu de reculer, elle a doublé la mise. Je suis juste honnête. Tout le monde tournait autour du pot. Grace avait moins de 20% de chances de survie. Les médecins l'ont dit à Irvin et Sarah. Pourquoi verser de l'argent dans quelque chose qui n'allait pas fonctionner? J'ai sorti mon troisième dossier, celui que j'avais gardé. Laissez-moi montrer à tout le monde où l'argent est vraiment allé. Mon expert comptable judiciaire a été très minutieux. Il n'a pas seulement suivi les paiements à Jessica. Il a suivi où Jessica a dépensé chaque dollar. J'ai étalé une feuille de calcul détaillée, codée par couleur et surlignée. Frais de scolarité de l'Académie Westbrook pour les 2 enfants sur 2 ans, $72 000. Il reste donc $41 000. Laissez-moi vous montrer où ça est allé. Interventions esthétiques. J'ai montré la section surlignée. $42 000. Augmentation mammaire en 2019. $18 000. Botox et produits de comblement. Rendez-vous régulier. $300 tous les 3 mois pendant 4 ans. Injection pour les lèvres, peeling chimique, traitement au laser. Todd lisait par-dessus mon épaule, son visage s'assombrissant. Rénovation de la maison, $115 000. Nouvelle cuisine avec armoire sur mesure et comptoir en marbre, $68 000. Salle de bain principale avec plancher chauffant et baignoire à remous, $32 000. Installation de la piscine, $15 000. Vacances de luxe, $68 000 au total. Europe 2 fois, $18 000 chaque voyage. Caraïbes 4 fois, $8 000 par voyage. Hawaï, $14 000. Vêtements de créateur, $37 000. J'avais des reçus de Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus. Sac à main seul, $12 000. Chaussures, $8 000. Vêtements, $17 000. Bijoux, $23 000. Bracelet en diamant, $8 000. Celui-là, ai-je montré, celui qui brillait au poignet de Jessica. Collier de perles, $4 000. Diverses bagues et boucles d'oreilles, $11 000. Location et assurance de la Mercedes sur 2 ans, $54 000 au total. Adhésion au country club et à des clubs sociaux, $31 000. Cela comprenait le country club, le club de tennis, le yacht club, et un groupe exclusif de réseautage pour femmes. Dépenses de luxe diverses, $29 000. Cela couvrait des choses comme des restaurants haut de gamme, des soins spa, des services de personal shopping, et ce qui semblait être un entraîneur personnel. J'ai levé les yeux de la feuille de calcul. C'est là que l'argent du traitement de graisse est allé. Dans le visage de Jessica, sa maison, ses vacances, sa garde-robe, sa voiture, son statut social. Jessica secouait la tête. Je méritais ces choses. J'ai travaillé dur.
J'ai sorti d'autres documents. Laissez-moi parler à tout le monde de ce travail acharné. La carrière immobilière de Jessica. J'avais ses registres de vente, publiquement disponibles par le biais de l'organisme de réglementation de l'État. L'année dernière, 8 transactions. Commission totale avant dépenses, environ 47 000 $. L'année d'avant, 6 transactions. L'année d'avant, 7. Votre revenu annuel moyen de l'immobilier au cours des 3 dernières années a été d'environ 35 000 $. C'est moins que ce que Sarah gagnait en tant qu'enseignante de 2e année avant de devoir démissionner pour s'occuper de Grace. Le visage de Todd était blanc. Tu m'as dit que tu gagnais 6 chiffres. Je suis en train de monter en grade, la voix de Jessica était défensive. Construire une carrière prend du temps. Tu as eu 8 ans, les jeux regardés. Tu es devenu agent immobilier agréé en 2016. En 8 ans, tu as réalisé en moyenne environ 7 ventes par an. Les meilleurs agents de ton bureau en font 50, 60, parfois 70 par an. Comment sais-tu ça? J'ai appelé ton bureau, leur ai dit que j'envisageais une carrière dans l'immobilier et que je voulais en savoir plus sur les meilleurs. Ton directeur d'agence a été très utile. Todd s'est assis lourdement sur l'une des chaises de la salle à manger. Tout ce que tu m'as dit était un mensonge. Je me suis tourné vers mes parents. Saviez-vous tout ça? Saviez-vous ce que Jessica dépensait avec votre argent? Robert s'est raclé la gorge. Nous en savions une partie. Ma mère a hoché la tête. La chirurgie esthétique. J'ai aidé Jessica à choisir le médecin. Elle voulait se sentir en confiance. Vous l'avez aidé à choisir un chirurgien plasticien pendant que Grace était en chimiothérapie? Le visage de Linda s'est crispé. Quand vous le dites comme ça. Comment devrais-je le dire d'autre? Je me suis penché en avant. Pendant que les cheveux de ma fille tombaient, vous aidiez Jessica à choisir des implants mammaires. Pendant que Grace vomissait à cause de la chimio, vous étiez chez Jessica à choisir des carreaux de salle de bain. Pendant que nous vendions notre voiture pour payer les médicaments, vous étiez au country club avec Brandon et Chloé à poster des photos sur Facebook sur vos beaux petits-enfants. Robert a essayé de défendre. Nous ne savions pas à quel point les choses allaient mal pour vous. Je vous ai envoyé des photos. Nous vous avons envoyé des mises à jour médicales chaque semaine. Vous saviez exactement à quel point c'était grave. Vous avez choisi de ne pas le voir. Sarah a de nouveau pris la parole, sa voix stable maintenant. Parlez-leur du dernier anniversaire de Grace. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Grace a eu 7 ans le 4 décembre 2019. Elle savait qu'elle allait mourir à ce moment-là. Les médecins avaient arrêté le traitement. Nous essayions juste de la garder confortable. Grace a demandé une seule chose pour son anniversaire. J'ai dû faire une pause, déglutissant difficilement. Elle voulait prendre un cours d'art, avec un vrai professeur. Elle aimait dessiner et peindre. C'était la seule chose qui la rendait heureuse pendant le traitement. Elle s'asseyait dans son lit d'hôpital avec son petit set d'aquarelle, peignant des fleurs et des papillons. Il y avait un studio d'art pour enfants près de l'hôpital. Il proposait un programme spécial pour les enfants atteints de maladies graves. Des cours particuliers, 2 heures par semaine, tout le matériel inclus. Ça coûtait 60 $ par semaine. Sarah a pris le relais. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Nous dépensions chaque dollar pour les frais médicaux. Mais Grace le voulait tellement. Elle a dit que si elle pouvait juste apprendre à mieux peindre, elle pourrait nous faire des dessins pour se souvenir d'elle. Ma voix s'est brisée. Elle avait 7 ans et elle pensait déjà à la façon dont nous nous souviendrions d'elle après son départ. Nous lui avons dit que nous économisions pour ça. Nous lui avons dit qu'après les vacances, après avoir rattrapé quelques factures, nous l'inscririons. Elle nous a cru. Elle a dit qu'elle attendrait. Qu'elle serait patiente. Elle est morte le 14 mars. Les larmes de Sarah coulaient librement maintenant. Elle n'a jamais eu ses cours d'art. Elle est morte en pensant qu'elle devait juste attendre un peu plus longtemps. J'ai regardé Jessica. Ce même mois, Brandon a commencé des leçons de tennis privées. Selon les reçus, elle coûtait 90 $ par séance, 2 fois par semaine. Vous ne pouviez pas épargner 60 $ par semaine pour que Grace apprenne à peindre avant de mourir. Jessica n'a eu aucune réponse. Elle est juste restée là, silencieuse. Mais attendez. J'ai sorti l'Instagram de Jessica. Il y a plus. J'avais imprimé des publications des réseaux sociaux de Jessica.
des photos de sa vie, soigneusement organisées, filtrées, hashtagées. Je les ai disposées chronologiquement à côté de la chronologie médicale de Grace. Juin 2018, diagnostic de Grace. Publication de Jessica de ce mois-là. Une photo de son nouveau sac à main de créateur. Je me suis fait plaisir aujourd'hui. Je le mérite. Septembre 2018. Grace commence à perdre ses cheveux. Publication de Jessica, des photos d'un week-end de retraite spa. Soins personnels bien nécessaires. Décembre 2018. Grace hospitalisée pour des complications. Publication de Jessica de Noël, sa famille devant un immense sapin, entouré de cadeaux chers. Meilleur Noël de tous les temps. Mars 2019. Grace aux soins intensifs. Publication de Jessica des vacances de printemps, sur une plage au Mexique. Paradis trouvé. À chaque étape majeure de la maladie de Grace, Jessica publiait sur sa vie parfaite, et nos parents aimaient chaque publication, commentant avec des émojis cœurs et des messages de grands-parents fiers. Todd faisait maintenant défiler son téléphone, regardant les réseaux sociaux de Jessica avec un nouveau regard. Tu as même posté le jour après la mort de Grace. Une photo de Chloé à son récital de piano. La vie continue. C'est ce que tu as écrit. La vie continue. Elle était contrariée. J'essayais de me concentrer sur quelque chose de positif. Ta nièce venait de mourir et tu as posté sur le récital de piano de Chloé. Je pensais que ça aiderait, la voix de Jessica était désespérée maintenant. Je pensais que se concentrer sur les vivants serait mieux que de s'attarder sur les morts. Les vivants? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. C'est comme ça que tu appelles ça? J'ai sorti un autre document. Ça vient du salon funéraire. La facture détaillée de la crémation de Grace. Le forfait le moins cher qu'il proposait. 950 $. Nous pouvions à peine rassembler ça. Savez-vous ce que nous ne pouvions pas nous permettre? Un service commémoratif approprié, une belle urne. Les fleurs que Sarah voulait, une pierre tombale. Les cendres de Grace sont restées dans une boîte en carton pendant 2 mois parce que nous ne pouvions rien nous permettre d'autre. Nous avons finalement acheté une urne en mai. J'avais économisé 200 $ en faisant des heures supplémentaires. Elle est simple, en bois uni, sans gravure parce que ça coûtait plus cher. Ce même mois, j'ai regardé Robert et Linda. Vous avez donné 15 000 $ à Jessica pour des meubles d'extérieur pour sa piscine. Linda pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Ma fille est dans une urne à 200 $ alors que les meubles de patio de ma sœur ont coûté 75 fois ce montant. Comprenez-vous? Pouvez-vous seulement comprendre ce que vous nous avez fait? La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots de Linda. Todd s'est levé. Je veux divorcer. La tête de Jessica s'est relevée d'un coup. Quoi? Je veux divorcer. Sa voix était calme. Décidé. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui ferait ça. Qui laisserait un enfant mourir pour qu'elle puisse avoir des implants mammaires et une piscine? Todd, s'il te plaît. Je prends les enfants. Todd a sorti son téléphone. J'appelle mon avocat tout de suite. Je déménage dans un hôtel ce soir. Brandon et Chloé viennent avec moi. Tu ne peux pas, regarde-moi faire. Il a commencé à composer. Et Jessica, mon avocat va adorer entendre comment tu as escroqué ton propre mari. Comment tu m'as fait croire que je manquais à ma famille alors que tu vivais secrètement de centaines de milliers de dollars. Comment tu as accumulé des dettes en achetant des bijoux et des sacs à main avec ce que tu m'as dit être notre argent commun. Tout ça va sortir dans le divorce. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque dollar. Et quand ça arrivera, je vais me battre pour la garde exclusive. Je vais dire au juge exactement quel genre de personne tu es. Il a quitté la pièce, le téléphone à l'oreille, sa voix vive alors qu'il parlait à celui qui répondait. Jessica s'est effondrée sur une chaise, le visage dans ses mains. Je n'avais pas fini. Je me suis tourné vers mes parents. Vous avez permis ça, chaque jour. Vous avez choisi Jessica plutôt que Grace. Vous avez choisi le luxe plutôt que la vie. Vous avez choisi le confort plutôt que la compassion. Et maintenant, vous devez vivre avec. Robert a essayé une dernière fois. Irvin, nous pensions être justes. Jessica a 2 enfants. Tu n'en avais qu'un. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme du poison.
Avait. La voix de Sarah était calme. Mortelle. Nous en avions un. Au passé. Parce qu'elle est morte. Parce que vous l'avez laissée mourir. Robert a semblé réaliser ce qu'il avait dit. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Je l'ai regardé. C'est exactement ce que tu voulais dire. Les 2 enfants en bonne santé de Jessica valaient plus que mon seul enfant mourant. C'est le calcul que vous avez fait. C'est l'équation qui vous a permis de dormir la nuit. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Explique-le-moi. Fais-moi comprendre comment vous avez regardé votre petite fille mourir dans la douleur pendant que vous payiez les leçons de tennis et les voyages de ski de vos autres petits-enfants. Il n'avait pas de réponse. J'ai commencé à rassembler les papiers, les remettant dans des dossiers. J'en ai fini ici. Attends. Linda a tendu la main vers moi. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous te donnerons de l'argent maintenant. Tout ce dont tu as besoin. Je ne veux pas de votre argent. Pas maintenant. Jamais. Mais nous pouvons aider. Nous pouvons arranger les choses. Vous ne pouvez pas ramener Grace. C'est la seule chose qui arrangerait les choses. Et vous ne pouvez pas le faire. S'il te plaît. Linda suppliait maintenant. Tu es notre fils. Nous t'aimons. Vous aimez plus Jessica. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Sarah et moi nous sommes dirigés vers la porte. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Jessica, sa voix petite et brisée. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Ce que je vais faire? J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Vous verrez. Robert s'est levé, sa vieille autorité revenant. Il a redressé ses épaules, et redevenu le directeur de banque. Ça suffit. Tout le monde doit se calmer. Le changement était brutal. Il y a quelques minutes, il était sans voix, et maintenant il essayait de prendre le contrôle de la situation, de la gérer comme une réunion client difficile. Irvin, tu es émotif. Tu ne penses pas clairement. La mort de Grace t'a traumatisé. Sa voix était mesurée, raisonnable. Tu dois prendre du recul, avoir un peu de perspective, peut-être voir un professionnel. Vous essayez sérieusement de me dire que j'ai besoin de thérapie parce que je suis en colère que vous ayez laissé ma fille mourir? Ce n'est pas ce que je dis. Robert s'est déplacé autour de la table vers moi. Je dis que vous êtes en deuil. Vous cherchez quelqu'un à blâmer. C'est naturel, mais vous vous en prenez aux gens qui vous aiment le plus. Les gens qui m'aiment le plus? J'ai ri, et ça sonnait déséquilibré, même à mes propres oreilles. Les gens qui m'aiment le plus ont refusé d'aider à sauver la vie de ma fille. Nous ne pouvions pas simplement vous donner de l'argent. La voix de Robert a pris un ton professoral. Cela n'aurait pas été une parentalité responsable. Nous devions penser à la situation dans son ensemble, à tous nos enfants, à la stabilité financière à long terme. Stabilité financière à long terme? Sarah s'est avancée. Grace n'a pas de long terme. Elle n'a aucun terme. Elle est morte. Linda a pris la parole depuis son siège. Nous sommes tellement désolés pour Grace. Nous le sommes vraiment. Mais attaquer Jessica, nous attaquer. Ce n'est pas sain. Vous devez traiter votre deuil de manière appropriée. Ils le faisaient. Ils essayaient vraiment de nous manipuler, de faire passer notre colère justifiée pour un deuil irrationnel. Robert a continué, si vous continuez comme ça, si vous continuez à attaquer votre famille, il y aura des conséquences. Nous avions prévu de vous aider, toi et Sarah, à vous remettre sur pied. Nous avons discuté de vous donner 50 000 $, mais pas si vous allez être irrespectueux et ingrat. Voilà la menace, la carotte tendue. Linda a hoché la tête avec empressement. Oui, nous voulons aider. Nous avons toujours voulu aider, mais vous devez nous rencontrer à mi-chemin. Vous devez être prêt à pardonner et à aller de l'avant. Et, Robert a fait une pause dramatique, nous rencontrons notre avocat successoral le mois prochain pour mettre à jour notre testament. Vous devez réfléchir attentivement à votre relation avec cette famille, Irvin. Pensez à votre avenir. Il menaçait de me déshériter, comme si ça m'importait. Comme si l'argent était le sujet. Je les ai regardés tous les deux. Ces gens qui m'ont élevé, qui m'ont appris le bien et le mal, qui essayaient maintenant d'acheter mon silence et ma complicité.
Vous pensez que je veux votre argent maintenant, après tout ça? Irvin. La voix de Robert a pris une tonalité d'avertissement. Ne prends pas une décision que tu regretteras. Sarah a serré ma main, puis s'est avancée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous n'avons jamais voulu d'aumône. Nous n'avons jamais voulu de cadeaux ou de charité. Nous voulions de l'aide quand ça comptait. Quand notre fille mourait, quand 20 000 $ auraient pu lui donner 6 mois de plus, quand 50 000 $ auraient pu lui donner une chance à un vrai traitement. Nous ne voulions pas d'argent pour des vacances, une nouvelle voiture ou une maison plus grande. Nous voulions de l'argent pour sauver la vie de notre enfant, et vous avez dit non. Non pas parce que vous ne l'aviez pas, mais parce que vous avez choisi de le donner à Jessica à la place. Linda a essayé d'interrompre. Nous ne savions pas, si, vous le saviez. J'ai sorti mon téléphone. Je vous ai dit que j'enregistrais cette conversation au début. C'est légal dans cet état. Consentement d'une seule partie. Mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait d'autre. J'ai ouvert mon application de messagerie, leur montrant l'écran. Il y a 3 jours, après avoir trouvé ces relevés bancaires, j'ai créé un document. 37 pages. Relevés bancaires, email, SMS, photos, dossiers médicaux, tout. J'ai fait une chronologie. J'ai montré l'argent allant à Jessica avec les dates. J'ai montré les besoins médicaux de Grace avec les dates correspondantes. Je les ai mis côte à côte pour que n'importe qui puisse voir le choix que vous avez fait. Que as-tu fait avec? La voix de Jessica était à peine un murmure. Je l'ai envoyé à 63 personnes. La couleur a quitté le visage de Robert. Toute notre famille élargie. Oncle Thomas, tante Patricia, tous les cousins, 18 personnes. Je leur ai montré la liste des destinataires. Vos amis, maman et papa. Les couples avec qui vous jouez au bridge, vos copains de golf, votre club de lecture, 12 couples, 24 personnes. Linda a fait un bruit d'étouffement. Votre église. Je l'ai envoyé au pasteur Williams et à tout le conseil des anciens, 8 personnes de plus. Le bureau immobilier de Jessica, votre directrice d'agence, Sandra, et vos collègues. Ça fait 63 au total. Mais je l'ai aussi envoyé à l'association des parents de l'Académie Westbrook. Cet email est allé à 142 familles. Jessica a poussé un cri comme un animal mourant. Et ton cercle social, Jessica? Je l'ai envoyé à 7 de tes amies les plus proches, celle avec qui tu vas au yoga, celle que tu rencontres pour un verre de vin. La pièce était d'un silence de mort. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce soir. J'ai coupé le son pendant le dîner, mais regardez. Je leur ai montré l'écran. 87 appels manqués. Plus de 200 SMS. J'ai ouvert ma messagerie vocale, la mettant sur haut-parleur. La voix d'oncle Thomas a rempli la pièce, rauque d'émotion et de rage. Robert, espèce de... Tu as laissé mourir ma filleule. Ma Grace. Je l'ai tenue à son baptême. J'étais censé la voir grandir. Et tu l'as laissé mourir pour que Jessica puisse avoir une foutue piscine. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Mort. Ne me contacte plus jamais. J'ai joué un autre message. C'était tante Patricia. Linda, je n'arrive pas à croire ce que je viens de lire. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu regarder ce bébé souffrir? Je passe demain récupérer l'album photo que tu as emprunté et ensuite, je ne veux plus jamais te revoir. Message après message, tous disant des variations de la même chose. Dégoût, indignation, incrédulité, rupture. L'église. J'ai fait défiler jusqu'à un autre email. Le pasteur Williams a appelé maman 2 heures avant que nous arrivions pour le dîner. Il lui a demandé de se retirer de la direction du ministère des femmes. 3 familles ont demandé des transferts vers différents groupes d'études bibliques. Plusieurs donateurs importants menacent de quitter l'église entièrement. Linda hyperventilait maintenant. Jessica, ta directrice d'agence, Sandra, t'a envoyé un email à 16h cet après-midi. L'as-tu vu? Jessica a secoué la tête, son visage gris. Je l'ai sorti. Elle convoque une réunion d'urgence demain matin. Apparemment, plusieurs clients actuels ont vu la documentation et ont demandé des agents différents. 3 d'entre eux spécifiquement. Ton utilisation des médias sociaux pour te promouvoir, montrant ton style de vie luxueux, est devenu un handicap.
Les clients disent qu'ils ne te font pas confiance pour comprendre leur situation financière alors que tu vis comme ça. L'une de tes amies m'a transféré ton chat de groupe. J'ai montré mon écran à Jessica. Celui que tu penses être privé. Rachel me l'a envoyé. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que tu étais fausse, mais que ça l'avait confirmé. Laisse-moi lire certains des messages. De Brittany, oh mon Dieu. Je me suis toujours demandé comment Jessica se permettait tout ça. C'est dégoûtant. D'Amanda, je retire mes enfants des rendez-vous de jeu avec Brandon et Chloé. Je ne veux pas qu'ils soient près de cette famille. De Megan, le country club en parle déjà. Tout le monde sait que Jessica va être radioactive. Jessica secouait la tête, des larmes coulant. Non, 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 non. Le président de l'association des parents de l'Académie Westbrook m'a envoyé un email personnel. Ils organisent une réunion d'urgence. Plusieurs familles sont mal à l'aise avec ta présence aux événements scolaires, Jessica. On discute de savoir si Brandon et Chloé devraient rester à l'école. Ce n'est pas juste. La voix de Jessica était aiguë, paniquée. Les enfants n'ont rien fait de mal. Non, ils ne l'ont pas fait. Mais toi, si. Et malheureusement, ils vont devoir faire face aux conséquences de tes choix. Tout comme Grace a fait face aux conséquences de tes choix. La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé dehors. Une camionnette de presse était garée dans la rue. Le logo de Channel 7 sur le côté. Un journaliste et un caméraman se tenaient à la porte. Robert s'est dirigé vers la porte, mais j'ai levé la main. Laissez-moi deviner. Quelqu'un les a prévenus à propos de grands-parents riches qui ont laissé leur petite fille mourir tout en finançant le style de vie luxueux de leurs autres petits-enfants. Qui? La voix de Robert était tendue. Qui ferait ça? J'ai ouvert la porte. La journaliste, une femme d'une trentaine d'années aux yeux vifs, a souri professionnellement. Bonsoir. Je suis Jennifer Walsh de Channel 7 News. Je cherche Robert et Linda Thompson. Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre petite fille, Grace, et les décisions financières de votre famille. Robert a essayé de me pousser pour fermer la porte. Aucun commentaire. Nous n'avons aucun commentaire. La journaliste a brandi un dossier. Nous avons examiné une documentation complète sur des virements bancaires totalisant 473 000 $ à votre fille Jessica alors que votre petite fille Grace mourait de leucémie. Nous aimerions vous donner l'occasion de raconter votre version de l'histoire. S'il vous plaît, partez. La voix de Robert tremblait. C'est une propriété privée. Nous diffuserons le reportage avec ou sans votre commentaire, Monsieur Thompson. La journaliste était calme, professionnelle. Nous avons confirmé les registres financiers. Nous avons parlé à l'équipe médicale de Grace qui a vérifié les difficultés financières de la famille. Nous avons interviewé des membres de la famille élargie. Nous avons une histoire très convaincante ici. Il serait dans votre meilleur intérêt de nous parler. Quittez ma propriété. Robert a claqué la porte. À travers la fenêtre, je pouvais voir des voisins sortir sur leur Porsche, regardant la camionnette de presse, filmant avec leur téléphone. Jennifer Walsh et son caméraman se sont installés sur le trottoir, juste à l'extérieur de la propriété. Elle a commencé à parler à la caméra, faisant un geste vers la maison. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais l'imaginer. Jessica était figée au milieu de la pièce, regardant son monde s'effondrer en temps réel. Todd est revenu dans la pièce, son visage dur. Mon avocat est sous contrat. Je dépose les papiers demain matin. Il a regardé Jessica. J'ai déjà appelé mes parents. J'emmène Brandon et Chloé chez eux ce soir. Tu pourras les voir ce week-end si tu veux, mais c'est fini. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Regarde-moi faire. Et Jessica, mon avocat a eu des choses intéressantes à dire sur la fraude. Sur la façon dont tu m'as menti sur ta situation financière. Sur les actifs cachés. Sur l'utilisation de fonds conjugaux pour des luxes personnels tout en mentant sur notre statut financier. Ce divorce va devenir très laid pour toi. Il est sorti. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu faire ses valises à l'étage. Robert et Linda se tenaient dans leur salon, entourés par les décombres de leur choix. Sarah et moi nous sommes dirigés vers la porte. Attendez. Linda a tendu la main vers nous. S'il vous plaît, nous pouvons arranger ça.
Nous pouvons faire des dons au nom de Grace. Nous pouvons créer un fonds de bourse. Nous pouvons faire quelque chose. Vous ne pouvez pas la ramener. C'est la seule chose qui arrangerait ça, et vous ne pouvez pas le faire. Mais nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Vous aimiez plus Jessica. Vous aimiez plus l'argent. Vous aimiez plus votre image. C'est ce que j'ai appris ce soir. C'est ce que j'ai toujours su. Mais ce soir, c'est devenu impossible à nier. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Robert, sa voix petite. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que vous avez fait. Je vais m'assurer que chaque fois que quelqu'un prononcera votre nom, il se souviendra de Grace. Il se souviendra du choix que vous avez fait. Il se souviendra que, lorsque ça comptait le plus, lorsque la vie d'un enfant était en jeu, vous avez choisi une piscine et une Mercedes. C'est cruel, a murmuré Linda. Grace pleurant de douleur pendant 3 jours parce que nous ne pouvions pas nous permettre des soins palliatifs appropriés. Ça, c'était cruel. Ça, c'est juste la vérité. Sarah et moi sommes sortis par le garage, évitant les journalistes à l'avant. Nous pouvions entendre les sanglots de Jessica résonner dans la maison alors que nous partions. Dans la voiture, Sarah a finalement complètement craqué. De grands sanglots qui secouaient tout son corps. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, garée dans l'allée de mes parents, regardant la camionnette de presse remballée, regardant les voisins chuchoter et pointer du doigt. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide, creux. Grace était toujours morte. Rien de ce que j'ai fait ce soir ne changerait ça. Mais au moins, maintenant tout le monde saurait. Au moins, la vérité était sortie. Nous sommes rentrés chez nous en silence. Les 3 jours suivants ont été un chaos. Mon téléphone n'a jamais cessé de sonner. Des membres de la famille élargie appelant pour exprimer leur soutien ou leur rage, selon de quel côté de la famille ils se trouvaient. Le frère de Robert, Thomas, m'a appelé directement. Irvin, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, si quelqu'un m'avait dit ce qui se passait, j'aurais aidé. Je vous aurais donné l'argent moi-même. Grace était ma filleule. J'aimais cette petite fille. Je l'ai cru. Thomas avait toujours été le bon, celui qui vivait réellement ses valeurs au lieu de simplement en parler. Mais il avait plus à dire. J'ai co-signé la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de tes parents il y a 5 ans. Ils en avaient besoin pour remplacer leur toit, ou du moins c'est ce qu'ils ont dit. J'appelle la banque demain. Je demande qu'ils refinancent sans moi immédiatement. S'ils ne peuvent pas se qualifier seuls, ils devront vendre la maison. Ils n'avaient pas besoin de faire ça, mais j'ai compris. Thomas voulait des conséquences. Il voulait la justice. Il voulait qu'ils ressentent quelque chose, n'importe quoi qui pourrait se rapprocher de ce que nous avions ressenti. Le reportage local a été diffusé le mercredi soir. Sarah et moi l'avons regardé ensemble, nous tenant la main sur notre canapé dans notre petit appartement. Jennifer Walsh se tenait devant la maison de mes parents, sa voix sérieuse et mesurée. Une histoire troublante de trahison familiale ici dans notre communauté. Grace Patterson, 7 ans, est décédée en mars après une bataille de 2 ans contre la leucémie. Ce soir, sa famille s'exprime sur les décisions financières qui ont peut-être coûté la vie à Grace. L'écran a montré la photo de Grace, celle de son 6e anniversaire, portant un costume de princesse que Sarah avait acheté dans un magasin d'occasion, chauve à cause de la chimio, mais souriant si fort que ça faisait mal de regarder. Les parents de Grace, Irvin et Sarah Patterson, ont fait face à des factures médicales croissantes alors qu'ils se battaient pour sauver leur fille. Mais selon les registres financiers obtenus par Channel 7, les grands-parents de Grace, Robert et Linda Thompson, transféraient simultanément des centaines de milliers de dollars à la tante de Grace pour les frais de scolarité privée et des dépenses de luxe. Ils ont interviewé Sarah. Elle avait accepté de parler, voulant que l'histoire de Grace soit racontée. Nous les avons suppliés de nous aider. La voix de Sarah était stable, mais ses yeux étaient rouges. Nous leur avons montré les factures, les options de traitement, les essais cliniques. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aider. Ils ont dit qu'ils avaient un revenu fixe. Nous les avons crus. La journaliste a demandé, « Qu'aimeriez-vous que les gens sachent sur Grace ?» Le visage de Sarah s'est adouci. Grace était l'enfant le plus doux. Même quand elle avait mal, même quand elle avait peur, elle remerciait ses infirmières. Elle essayait de nous faire nous sentir mieux. Elle s'inquiétait plus pour nous que pour elle-même. Elle est morte en s'excusant d'être chère.
L'écran a coupé pour une interview avec l'oncologue de Grèce, le docteur Hélène Martinez. Je ne peux pas parler de détails financiers spécifiques, mais je peux vous dire que le traitement du cancer infantile est dévastateur financièrement. Même avec une assurance, les familles font souvent face à des centaines de milliers de dollars de frais à leur charge. Et il y a des traitements, des essais cliniques, des options de soins de soutien que l'assurance ne couvre pas. Le coût ne devrait jamais être un facteur dans les soins d'un enfant, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Ils ont montré la maison de Jessica, sa Mercedes dans l'allée, la piscine visible à travers la clôture, les meubles d'extérieur coûteux qui ont coûté plus que l'ensemble des funérailles de Grèce. Les Thompson ont refusé de commenter pour ce reportage, a déclaré la journaliste. Mais les registres financiers racontent une histoire claire. Pendant qu'une petite fille mourait, une autre petite fille vivait dans le luxe. Et la famille qui a été déchirée se demande si les choses auraient pu être différentes. L'histoire est devenue virale. Le jeudi matin, elle avait été reprise par les médias régionaux. Le jeudi soir, les informations nationales l'avaient. Le vendredi, elle était en tendance sur les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour Grace est apparu organiquement. Des étrangers qui n'avaient jamais rencontré ma fille partageaient son histoire, exprimant leur indignation, exigeant des comptes. Quelqu'un a lancé un GoFundMe, non pas pour nous, mais pour d'autres familles confrontées à des situations similaires. Aider les familles comme celle de Grèce. L'objectif était de 50 000 $. Il l'a atteint en 6 heures. À la fin de la semaine, il avait recueilli 800 000 $. L'organisatrice m'a contacté. C'était une mère qui avait perdu sa propre fille d'un cancer 3 ans plus tôt. Elle connaissait la lutte. Elle voulait aider les autres. Nous devrions créer une fondation, a-t-elle dit. Utiliser cet argent pour aider les familles avec les dépenses liées au cancer infantile, les factures médicales, les frais de subsistance, les frais funéraires si nécessaire. Seriez-vous, vous et Sarah, prêts à vous impliquer? Nous avons dit oui. Que pouvions-nous dire d'autre? La mort de Grèce devait avoir un sens. La vie de Jessica s'est rapidement effondrée. Sa directrice d'agence a convoqué la réunion d'urgence. Le vendredi après-midi, Jessica avait perdu sa licence immobilière. Le Conseil de l'État a lancé une enquête éthique basée sur les plaintes de clients qui estimaient qu'elle avait déformé sa situation financière dans ses supports marketing. Elle a été licenciée de son agence. Ses comptes de médias sociaux, autrefois des vitrines soigneusement organisées de sa vie parfaite, ont été supprimés après que le harcèlement soit devenu trop important. Todd a demandé le divorce le jeudi. Le vendredi, il avait la garde temporaire de Brandon et Chloé. Jessica obtenait des visites supervisées le week-end. Le country club a révoqué son adhésion. L'Académie Westbrook a suggéré que Brandon et Chloé pourraient être plus à l'aise dans une autre école. Ils l'ont présenté comme une préoccupation pour les enfants, mais tout le monde connaissait la vérité. Les autres parents ne voulaient pas que leurs enfants soient associés à la famille de Jessica. La vie de mes parents a implosé encore plus rapidement. Leur église a tenu une réunion d'urgence du conseil. On a demandé à Linda de se retirer de tous les postes de direction. 3 familles ont quitté l'église entièrement, invoquant leur incapacité à prier aux côtés de personnes qui pouvaient faire de tels choix. La communauté de retraités de Robert était pire. Quelqu'un a peint à la bombe, tueur d'enfants, sur la porte de leur garage. Leur voiture a été rayée si profondément qu'elle nécessitait une repeinture complète. Des notes sont apparues sur leur porte. Des notes cruelles, haineuses, mais aussi des notes déchirantes de personnes qui avaient perdu des enfants et ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait faire les choix que mes parents ont faits. Le président de l'association des propriétaires est venu frapper à leur porte le mercredi soir. Monsieur Thompson, je dois vous informer que plusieurs résidents ont déposé des plaintes formelles. Bien que nous ne puissions pas vous forcer à déménager, nous voulons que vous compreniez que l'environnement ici est devenu hostile. Pour votre propre sécurité et confort, nous vous recommandons d'envisager de déménager. Ils ont mis la maison en vente le vendredi. Elle s'est vendue en une semaine à un acheteur au comptant qui connaissait la situation et leur a fait une offre très basse. Ils ont perdu de l'argent sur la vente, mais n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas rester là. Thomas a tenu sa menace. Il a exigé qu'ils refinancent sans lui. Leur crédit n'était pas assez bon. Ils ont dû utiliser le produit de la vente pour rembourser la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans une ville à 40 minutes, un endroit où personne ne les connaissait, où ils pouvaient se cacher.
La famille élargie les a complètement coupés. Thomas l'a organisé, créant un chat de groupe familial sans Robert et Linda. Personne ne doit avoir de contact avec eux. Ils ont fait leur choix. Nous faisons le nôtre. Le club de lecture de ma mère s'est dissous plutôt que de l'expulser. Ils ont simplement cessé de se réunir entièrement. Les copains de golf de mon père ont cessé de répondre à ses appels. Ils ont vieilli de 10 ans au cours de ces premières semaines. J'ai vu des photos que quelqu'un a postées en ligne. Robert avait l'air décharné, creux. Linda avait l'air brisée. Robert a eu un léger AVC à cause du stress. Rien de mortel, mais assez pour leur faire peur. Assez pour leur faire réaliser que leur choix avait des conséquences. 6 mois plus tard, les choses s'étaient installées dans une nouvelle normalité. Jessica travaillait dans le commerce de détail, un grand magasin au centre commercial, vendant des cosmétiques. Le même centre commercial où je faisais des gardes de nuit pendant que Grace était malade. L'ironie n'a échappé à personne. Elle avait vendu la Mercedes et conduisait une Honda de 10 ans. La maison était en saisie. Todd l'a obtenue dans le divorce, mais il ne pouvait pas se permettre les paiements seuls et ne la voulait de toute façon pas. Trop de souvenirs. Tous maintenant entachés. Brandon et Chloé vivaient principalement avec Todd. Ils voyaient Jessica un week-end sur 2. Les enfants étaient maintenant à l'école publique, luttant pour s'adapter. Ils étaient passés du meilleur de tout à la normalité, et la normalité leur semblait être la pauvreté. Todd était un bon père. Il gérait la situation aussi bien que n'importe qui pouvait le faire. Il avait commencé une thérapie, travaillant sur sa propre trahison et son deuil. Il m'a dit une fois, je pensais connaître ma femme. Je pensais savoir quel genre de personne elle était. Découvrir que je me trompais sur quelque chose de si fondamental, ça ébranle tout. Jessica a essayé de me contacter une fois. Elle s'est présentée au bureau de la fondation Grace Light 3 mois après que tout ait explosé. J'étais là, travaillant sur des demandes de subvention. Sarah était en réunion. La réceptionniste m'a appelé. Jessica Patterson est là pour vous voir. J'ai failli dire de la renvoyer, mais quelque chose m'a poussé à sortir dans le hall. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux, autrefois coiffés par un professionnel, étaient tirés en arrière dans une simple queue de cheval. Pas de maquillage, des vêtements de chez Target, pas de Nordstrom. Elle avait perdu du poids, pas de manière saine. On peut parler ? Sa voix était petite. Non. S'il te plaît. Je dois dire quelque chose. Tu as eu plein d'occasions de dire quelque chose quand Grace était en vie. Quand ça comptait. Je sais. Des larmes ont commencé à couler. Je sais que j'ai été terrible. Je sais que j'ai tout détruit. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Désolé ne la ramène pas, je sais. Elle a essuyé son visage avec sa manche. Je pense à elle tous les jours, à ce que j'ai fait, à ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai des cauchemars. Je vois son visage. Je la vois demander de l'aide, et je me vois me détourner. Bien. Tu devrais avoir des cauchemars. Tu ne devrais jamais oublier. Je suis venu ici pour voir si je pouvais faire du bénévolat, pour aider, pour faire quelque chose. Non. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose de bien. Laisse-moi essayer de me racheter. Tu ne peux pas te racheter. Il n'y a pas de rachat pour avoir laissé un enfant mourir. Il n'y a pas d'arc de rédemption ici, Jessica. Tu ne te sentiras pas mieux en faisant du bénévolat. Tu n'apaiseras pas ta conscience. Elle a complètement craqué alors, sanglotant dans le hall. J'ai tout détruit. Mon mariage, la vie de mes enfants, ma relation avec mes parents, tout. Tu as détruit la vie de Grace. Tout le reste n'est que conséquence. Sarah est sortie de sa réunion, puis a entendu Jessica pleurer. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, observant. Jessica a levé les yeux, l'a vue. Sarah, je suis tellement désolée. Sarah s'est approchée lentement. Elle s'est tenue devant Jessica, la regardant de haut. Je ne peux pas te pardonner. La voix de Sarah était calme mais ferme. Je ne te pardonnerai jamais. Mais j'espère que tu apprendras à être une meilleure mère. Pour Brandon et Chloé. J'espère que tu apprendras à valoriser ce qui compte. Pleure, mais j'espère que tu apprendras. J'espère que la mort de Grace t'apprendra quelque chose.
Jessica a hoché la tête, pleurant toujours. Maintenant, pars et ne reviens pas ici. Cet endroit est pour aider les gens. Tu es au-delà de toute aide. Jessica est partie. Je ne l'ai plus jamais vue. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois. Des lettres, surtout. Ils ne pouvaient pas appeler parce que j'avais bloqué leur numéro. Les lettres étaient désespérées, suppliant le pardon, offrant de l'argent, suggérant une thérapie familiale, trouvant des excuses. Une lettre de ma mère. Nous n'avions vraiment pas compris à quel point les choses étaient graves. Nous pensions que les médecins exagéraient. Nous pensions que vous trouveriez une solution. Nous n'aurions jamais imaginé que Grace mourrait vraiment. Une autre lettre de mon père. Nous avons fait des erreurs. Nous l'admettons. Mais nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons toujours. La famille est censée pardonner. La famille est censée rester unie. J'ai répondu une fois, par l'intermédiaire de mon avocat. Une lettre officielle. Robert et Linda Thompson. Vous avez choisi Jessica. Vous avez fait ce choix chaque jour pendant 2 ans. Chaque fois que vous lui avez fait un chèque. Chaque fois que vous avez refusé nos demandes d'aide. Chaque fois que vous avez assisté à la fête d'anniversaire de Brandon au lieu de celle de Grace, vous avez fait un choix. Vous avez choisi le luxe plutôt que la vie. Vous avez choisi le confort plutôt que la compassion. Vous avez choisi votre image plutôt que votre petite fille. Je ne vous pardonne pas. Sarah ne vous pardonne pas. Grace ne peut pas vous pardonner parce qu'elle est morte. Ne nous contactez plus. Nous n'avons rien à vous dire. Irving Patterson. Ils ont cessé d'écrire après ça. La fondation Grace S. Light a grandi rapidement. Les 800 000 $ de dons initiaux sont devenus le capital de départ. Nous avons demandé le statut d'association à but non lucratif, recruté un conseil d'administration, embauché du personnel. Sarah est retournée à l'école pour obtenir son diplôme de conseillère. Elle voulait aider les familles à naviguer dans le traumatisme de la maladie infantile, à fournir un soutien émotionnel en plus du soutien financier. Je suis devenu le visage public de la fondation, parlant lors d'événements de collecte de fonds, partageant l'histoire de Grace, militant pour des changements dans la politique de santé. Nous avons aidé 37 familles au cours des 6 premiers mois. Couvert les frais de traitement, payé le loyer et les services publics, acheté de la nourriture, couvert les frais funéraires lorsque les traitements échouaient. Chaque famille que nous avons aidée, nous l'avons aidée au nom de Grace. Chaque enfant qui a reçu un traitement qu'il ne pouvait pas se permettre autrement. Chaque famille qui n'a pas eu à choisir entre les médicaments et le loyer. Chaque enterrement que nous avons payé pour que les parents n'aient pas à rassembler de l'argent tout en étant en deuil. Tout cela était l'héritage de Grace. Un représentant de l'État nous a contactés au sujet d'une législation. La loi de Grace, l'a-t-elle appelée? Un projet de loi qui créerait un fonds d'urgence de l'État pour les familles confrontées à des coûts catastrophiques de maladies infantiles. Cela ne couvrirait pas tout, mais cela aiderait. Nous avons témoigné lors d'audiences, partagé notre histoire, montré les photos de Grace, obligé les législateurs à regarder ce que leur inaction coûtait à des familles comme la nôtre. Le projet de loi est passé. La loi de Grace est devenue une réalité. Pas assez, jamais assez, mais quelque chose. Quelque chose qui pourrait sauver d'autres familles de notre sort. Des organisations nationales de lutte contre le cancer infantile nous ont contactés. Elles voulaient que je prenne la parole lors de leurs événements, que je partage l'histoire de Grace, que j'aide à sensibiliser et à collecter des fonds. J'ai dit oui à tout. J'ai parlé lors de galas et de collecte de fonds. J'ai fait des interviews. J'ai partagé des photos de Grace, raconté des histoires sur sa gentillesse et son courage, m'assurant que les gens comprenaient ce que le système nous avait coûté. En 18 mois, notre plaidoyer a permis de recueillir plus de 3 millions de $ pour la recherche sur le cancer infantile et les services de soutien aux familles. L'histoire de Grace a touché les gens. Elle les a mis en colère. Elle leur a donné envie de faire mieux. Elle les a fait donner, faire du bénévolat, militer. Ma fille a vécu 7 ans, mais son impact grandissait chaque jour, allant plus loin qu'elle n'aurait jamais pu le faire de son vivant. Sarah et moi avons acheté une petite maison. Rien d'extraordinaire, juste une simple maison de 3 chambres dans un quartier calme. Loin de mes parents, loin de Jessica, loin de tous les souvenirs douloureux. Nous avons transformé une chambre en bureau pour le travail de la fondation. Les aquarelles de Grace étaient accrochées à chaque mur. Le set bon marché que nous lui avions acheté pour son anniversaire.
Les peintures qu'elle a faites au cours de ces derniers mois. Toutes encadrées et exposées. Elle était présente dans chaque subvention que nous écrivions, chaque famille que nous aidions, chaque discours que nous donnions. Nous avons commencé à essayer de concevoir. Non pas pour remplacer Grèce, jamais pour la remplacer, mais parce qu'elle aurait voulu des frères et sœurs, parce qu'elle parlait de devenir un jour une grande sœur. Parce que la vie devait continuer même si une partie de nous est morte avec elle. C'était dur. La thérapie de deuil a aidé, mais certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Nous avons juste appris à mieux les porter. Notre mariage était plus fort que jamais. Le traumatisme nous avait liés au lieu de nous briser. Nous nous étions vus au pire et nous nous aimions quand même. L'anniversaire de la mort de Grèce est tombé un samedi. Sarah et moi sommes allés au cimetière tôt, avant que quiconque ne soit là. Sa tombe était simple, une plaque plate, en granit, avec son nom, ses dates et une seule ligne. Aimé au-delà de toute mesure. Nous avions enfin pu nous permettre quelque chose de convenable. La fondation nous en avait donné les moyens. Ironiquement, aider les autres nous avait aidé à guérir suffisamment pour enfin donner à Grèce le mémorial qu'elle méritait. J'ai tracé son nom avec mes doigts, le granit froid sous ma main. Je t'ai apporté quelque chose, lui ai-je dit, comme si elle pouvait entendre, comme si peut-être elle le pouvait. J'ai sorti une aquarelle. L'une des familles que nous avons aidées, leur fille avait vaincu son cancer. Elle était en rémission, s'épanouissait. Elle avait peint ça pour Grèce, en guise de remerciement. Un champ de fleurs sauvages sous un ciel bleu, des papillons dansant au-dessus des fleurs. Sa mère a dit qu'elle voulait que Grèce l'ait. A dit que Grèce lui avait sauvé la vie, car sans la fondation, sans l'aide que nous leur avons donnée, il n'aurait pas pu se permettre son traitement. Sarah s'est agenouillée près de la tombe, arrangeant des fleurs fraîches. Des tournesols, les préférés de Grèce. 16 familles ce mois-ci, dit-elle doucement. 16 enfants qui ont reçu de l'aide grâce à toi, ma petite fille. 16 familles qui n'ont pas eu à traverser ce que nous avons traversé. Nous sommes restés là un moment, en silence. Le cimetière était paisible. Des oiseaux chantaient dans les arbres. Le soleil du matin réchauffait l'herbe. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai appris cette année, ai-je dit finalement. Sarah a serré ma main, écoutant. J'ai appris que le sang ne signifie pas la loyauté. La famille, ce sont ceux qui sont là quand ça compte. Oncle Thomas était là. Nos amis étaient là. Des étrangers sur Internet étaient là. Les gens qui étaient censés nous aimer le plus ne l'étaient pas, j'ai appris que la vérité trouve toujours la lumière. Mes parents et Jessica ont gardé des secrets pendant des années, mais les secrets détruisent de l'intérieur. La vérité est sortie, comme elle le fait toujours, et quand elle l'a fait, elle a tout brûlé. J'ai appris que la justice n'est pas toujours légale. Parfois, c'est juste la vérité dite assez fort. Je ne pouvais pas les poursuivre en justice. La loi n'était pas de mon côté. Mais le tribunal de l'opinion publique a rendu un verdict, et parfois, c'est suffisant. Sarah a ajouté, j'ai appris que la vie de Grèce, bien que courte, avait plus de sens que tout le luxe de Jessica ou le confort de tes parents. Grèce était gentille. Elle était courageuse. Elle se souciait des autres, même quand elle souffrait. Cela compte plus que l'argent, le statut ou l'image. J'ai appris que défendre ce qui est juste coûte tout, ai-je continué. Mais se taire coûte son âme. J'ai perdu mes parents, ma sœur, toute ma famille d'origine, mais j'ai gardé mon intégrité. J'ai gardé ma vérité et je peux vivre avec ça. Sarah a penché sa tête sur mon épaule. J'ai appris que l'amour ne se résume pas à des mots ou des promesses. C'est une question de choix. Tes parents ont dit qu'ils t'aimaient. Jessica a dit qu'elle nous aimait. Mais quand ça comptait, ils se sont choisis eux-mêmes. Nous avons choisi Grèce. Nous nous sommes choisis l'un l'autre. C'est à ça que ressemble vraiment l'amour. Nous sommes restés jusqu'à ce que le soleil soit haut, parlant à Grèce, lui racontant l'histoire de la fondation, des enfants que nous aidions, de la façon dont son histoire changeait des vies. Ce soir-là, nous avons assisté au gala annuel de la fondation Grèce S-Light, notre deuxième. Il avait grandi depuis le premier. 500 personnes présentes, toutes bien habillées, toutes là pour honorer Grèce et aider d'autres enfants comme elle. La salle de bal était décorée de papillons. Les préférés de Grèce. Des photos d'elle à différents âges étaient projetées sur des écrans dans la pièce. Grèce bébé. Grèce le premier jour de la maternelle. Grèce dans son costume de princesse.
Grace peignant à l'hôpital. Chauve et pâle, mais souriante. J'ai prononcé le discours principal. Je l'avais déjà fait, mais ça ne devenait jamais plus facile. Se tenir devant des centaines de personnes, partager les pires moments de ma vie, leur demander de se soucier d'une petite fille qu'ils n'ont jamais rencontrée. Ma fille m'a appris plus en 7 ans que la plupart des gens n'apprennent en une vie. La pièce était silencieuse, attentive. Elle m'a appris le courage, à affronter la douleur avec un sourire, à me lever chaque jour et à réessayer, même quand son corps la lâchait et que tout faisait mal. Elle m'a appris l'amour. Le vrai amour, celui qui ne tient pas de compte. Grace ne s'est jamais plainte de son traitement. Elle n'a jamais blâmé personne pour sa maladie. Elle remerciait ses infirmières, même quand elles devaient lui faire du mal pour l'aider. Elle s'inquiétait plus pour nous que pour elle-même. Elle m'a appris le pardon, non pas le genre où l'on fait semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais le genre où l'on reconnaît la blessure et où l'on choisit de ne pas la laisser nous consumer. Grace a pardonné à son corps de l'avoir trahi. Elle a pardonné à l'univers de lui avoir donné une mauvaise main. Elle n'a jamais demandé « pourquoi moi ?». Elle a simplement vécu chaque jour qu'elle avait aussi pleinement que possible. Et quand elle nous a quittés, elle m'a appris le but. J'ai fait une pause, regardant autour de moi les visages qui me regardaient, beaucoup d'entre eux en larmes. Mes parents pensaient que l'argent dépensé pour Grace était gaspillé parce qu'elle est morte. Ils ont choisi de financer le luxe pour ma sœur au lieu du traitement pour ma fille. Ils pensaient être pratiques, intelligents, responsables. Mais l'impact de Grace grandit chaque jour. Cette fondation est son héritage. Chaque enfant que nous aidons, nous l'aidons en son nom. Chaque famille qui n'a pas à choisir entre le traitement et le loyer, entre les médicaments et la nourriture, est aidée grâce à Grace. Ce n'est pas du gaspillage. C'est l'immortalité. La salle a éclaté en applaudissements. Les gens étaient debout, pleurant, applaudissant. L'énergie dans la pièce était électrique. Ce soir, nous sommes ici pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer infantile et le soutien aux familles. Chaque dollar que vous donnez va directement à aider des enfants comme Grace. À s'assurer qu'aucune famille n'ait à faire face à ce que nous avons affronté, à s'assurer que l'argent ne soit jamais la raison pour laquelle un enfant ne reçoit pas de traitement. Grace a vécu 7 ans. Au cours de ces 7 années, elle a touché tous ceux qui l'ont connue. Elle était gentille, courageuse, aimante et forte. Elle méritait de vivre. Elle méritait toutes les chances. Et même si nous n'avons pas pu la sauver, nous pouvons en sauver d'autres en son nom. La vente aux enchères de cette nuit-là a permis de recueillir 1,2 million de dollars, plus que nous n'avions osé l'espérer. Assez pour aider des centaines de familles. Assez pour financer des essais de recherche. Assez pour faire une réelle différence. Après mon discours, après la vente aux enchères, après la fin du programme officiel et que les gens se mêlaient avec des boissons et des desserts, un homme s'est approché de moi. Il avait la quarantaine, était bien habillé, tenait un verre de vin. Monsieur Patterson. Je suis désolé de vous interrompre. Je m'appelle Todd Patterson. Je crois que nous sommes liés par alliance. Liés. L'ex-mari de Jessica. Je ne l'avais pas vu depuis cette nuit chez mes parents. Je voulais juste dire. Il a fait une pause, luttant. Je voulais m'excuser. Je ne savais pas ce que Jessica faisait. Je ne savais pas pour l'argent, les mensonges, ou quoi que ce soit. Si j'avais su, je l'aurais arrêté. J'aurais aidé. Je vous crois. Brandon et Chloé sont ici ce soir. Il a fait un geste de l'autre côté de la pièce où 2 enfants se tenaient avec un couple plus âgé. Ils voulaient venir. Ils voulaient rencontrer leur cousine. Rencontrer leur cousine, Chloé. Chloé, il a 76 ans. Même s'ils n'ont jamais eu l'occasion de la connaître de son vivant, ils se sentent liés à elle à travers la fondation. Le garçon, Brandon, avait maintenant 12 ans. La fille, Chloé, en avait 14. Ils avaient l'air nerveux, tenant des programmes avec la photo de Grace sur la couverture. Peuvent-ils vous rencontrer, vous et Sarah ? A demandé Todd. Je comprendrai si vous dites non. J'ai regardé Sarah. Elle a hoché la tête. Nous nous sommes approchés ensemble. Les enfants ont levé les yeux, incertains. Brandon a parlé en premier. Oncle Irvin. Il a buté sur le titre, ne sachant pas s'il avait le droit de l'utiliser. Je suis désolé pour Grace. J'aurais aimé la connaître. Je me suis agenouillé pour être à son niveau.
Moi aussi, mon pote. Elle t'aurait aimé. Chloé a tendu un dessin. J'ai fait ça pour elle. C'était un papillon soigneusement colorié avec le nom de Grace écrit en dessous en lettres soignées. C'est magnifique. Sarah l'a pris, les larmes aux yeux. Merci. Maman avait tort, a dit Chloé doucement. Ce qu'elle a fait était mal. Je voulais juste que vous le sachiez. Brandon et moi ne savions pas. Nous ne comprenions pas. Et maintenant que nous comprenons, nous sommes vraiment désolés. Vous n'avez rien fait de mal, ai-je regardé les deux. Rien de tout ça n'est de votre faute. Vous étiez des enfants. Vous n'avez pris aucune de ces décisions. Papa dit que nous devrions en tirer des leçons, a dit Brandon. Que nous devrions comprendre ce qui compte vraiment. Que l'argent et les choses ne sont pas aussi importants que les gens. Votre père a raison. Nous faisons du bénévolat, a ajouté Chloé, dans un hôpital pour enfants. Nous lisons aux enfants pendant leur traitement. Papa a dit que Grace aurait aimé ça. Elle aurait adoré ça. Todd a posé ses mains sur les épaules de ses enfants. Je leur ai parlé de Grace, de qui elle était, de ce qu'elle a traversé. Ils connaissent la vérité maintenant. Toute la vérité. Je pensais qu'ils méritaient de comprendre. Merci, a dit Sarah. De les élever correctement, de leur enseigner. Après leur départ, Sarah s'est appuyée contre moi. Ces enfants sont innocents. Ils méritent une chance d'être meilleurs que leur mère. J'étais d'accord. Brandon et Chloé ne pouvaient rien faire à ce que Jessica avait fait, mais ils pouvaient choisir quel genre de personne ils devenaient. Et il semblait que Todd s'assurait qu'ils fassent de bons choix. Le gala s'est terminé vers 23 heures. Les gens sont partis avec des programmes, des photos de Grace, des informations sur la fondation. Beaucoup ont fait des promesses supplémentaires au-delà de la vente aux enchères, promettant des dons mensuels, offrant leur temps. Sarah et moi sommes rentrés chez nous dans un silence confortable. Le genre de calme qui vient d'être avec quelqu'un qui vous connaît complètement, qui a traversé le pire avec vous et est resté. Nous nous sommes assis dans le bureau de Grace, entourés de ses peintures. Sarah a ouvert le site web de la fondation, me montrant les mises à jour. Nous avons aidé 62 familles jusqu'à présent. 62 enfants qui ont reçu un traitement qu'ils ne pouvaient pas se permettre autrement. 3 d'entre eux sont maintenant en rémission. 3 vies sauvées. Grâce à Grace. Grâce à Grace, a convenu Sarah. J'ai pensé à mes parents, à Jessica, à où ils étaient maintenant. Vivant dans l'obscurité, portant leur honte, isolés de tout ce qu'ils connaissaient autrefois. Je ne me sentais pas bien de leur souffrance. Mais je ne me sentais pas mal non plus. Ils avaient fait des choix. Ils vivaient avec les conséquences. C'était une forme de justice. J'ai pensé à Jessica travaillant dans le commerce de détail, luttant pour reconstruire une relation avec ses enfants, faisant face à la réalité qu'elle avait détruit sa vie pour des choses qui n'avaient pas d'importance. J'ai pensé à mes parents dans leur petit appartement, coupés de la famille, marqués par leur communauté comme les gens qui ont laissé leur petite fille mourir. Mais surtout, j'ai pensé à Grace, à son sourire, son courage, sa gentillesse, à la façon dont elle a affronté la mort avec plus de grâce que la plupart des gens n'affrontent la vie. Et j'ai pensé à la façon dont son histoire était encore racontée, comment des enfants étaient sauvés en son nom, comment des familles étaient aidées parce que des étrangers ont entendu ce qui lui était arrivé et ont décidé de faire mieux. La mort de Grace était évitable. Cette vérité ferait toujours mal, mais son héritage était indéniable. Elle avait changé plus de vies dans la mort que la plupart des gens n'en changent dans une vie. Sarah et moi nous sommes assis ensemble, nous tenant la main, regardant les peintures de Grace. Demain, nous nous réveillerions et recommencerions, aiderions une autre famille, raconterions l'histoire de Grace à un autre public, collecterions plus d'argent, sauverions plus d'enfants, nous assurerions que sa mort ait un sens. Ce n'était pas la vie que nous avions prévue. Nous avions prévu de voir Grace grandir, obtenir son diplôme, tomber amoureuse, avoir sa propre famille. Nous avions prévu d'être grands-parents un jour, de raconter des histoires sur quand Grace était petite. Mais c'était la vie que nous avions, et nous la faisions compter. Pour Grace, toujours pour Grace. Avant de conclure, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà été confronté à un moment où votre famille vous a trahi? Où les gens qui étaient censés vous aimer le plus ont choisi autre chose à la place? Comment l'avez-vous géré? Les avez-vous confrontés ou êtes-vous partis? Avez-vous trouvé un moyen de pardonner ou les avez-vous complètement coupés?
J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire de Grèce vous a touché, si vous croyez que les familles méritent un soutien pendant le traitement du cancer infantile, veuillez envisager de cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une histoire sur la façon de surmonter la trahison et de trouver un but dans la douleur.